Le 17 février 1944, le lagon de Truk brûle sous un ciel tropical, devenu noir, de fumée. Tandis que dans la passerelle de l'USS Iowa, filant à 32 nœuds à travers des eaux azures, qu'il y a encore quelques heures, constituait la forteresse intouchable du Japon, le capitaine John McCrae se tient devant la table de pointage. Les chiffres qui arrivent sont stupéfiants. Les porte-avions ont déjà coulé des dizaines de navires marchands, 250 appareils japonais, détruits au sol ou en l'air. Mais à présent, quelque chose de différent, apparaît un groupe de navires de guerre qui fuient vers le nord en empruntant les passes. L'amiral Raymond Spruant, commandant de la 5e flotte, a pris une décision qui surprend même son propre état-major. Il veut un combat de surface. Le croiseur, léger Couturi, les destroyers, Mikase et Noaki, le croiseur auxiliaire Akagi Maru. Déjà meurtris par les attaques aériennes des porte-avions, ils fuient pour sauver leur vie. Et l'Iowa, ainsi que sa sœur, le New Jersey, sont lâchés pour les achever. Ce qui va se passer dans les 2 heures à venir va établir un record d'engagement qui tient encore, aujourd'hui, le combat à la plus grande distance jamais livré entre cuirassés et bâtiments de surface dans l'histoire navale. Mais au-delà de cela, il va démontrer quelque chose que le haut commandement japonais n'avait jamais complètement compris. Les cuirassés américains n'avaient pas seulement des canons plus gros ou un blindage plus épais. Ils disposaient de quelque chose de bien plus dangereux, la capacité de toucher ce qu'ils visaient à des distances jusque-là considérées comme impossibles. Si cette plongée approfondie dans l'histoire vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement et dites-nous en commentaire depuis quel coin du monde vous regardez aujourd'hui pour comprendre pourquoi l'engagement de Truk a représenté un tel choc pour la pensée navale japonaise. Il faut revenir à la manière dont les 2 Marines concevaient le combat entre cuirassés. Pendant des décennies, peut-être depuis la bataille de Tsushima en 1905, la marine impériale japonaise avait bâti toute sa doctrine stratégique autour d'un concept appelé Kanai Keisan. La bataille décisive, un gigantesque affrontement de flottes, où des cuirassés japonais servis par des équipages mieux entraînés et imprégnés d'esprit combatif se rapprocheraient à moyenne portée et anéantiraient la ligne de bataille, américaine par le courage, l'habileté et le poids de leurs obus. La portée n'était pas seulement une spécification technique, elle faisait partie intégrante d'une philosophie entière de la guerre. Les théoriciens navals japonais croyaient que les batailles se décideraient à des distances d'environ 10 à 15 milles nautiques, assez proches pour que les télémètres optiques soient efficaces, assez proches pour que le facteur humain, l'entraînement des équipages et l'ardeur au combat, puissent peser de façon décisive. L'idée que des obus puissent être placés avec précision sur une cible au-delà de l'horizon, à des distances où les navires ennemis ne pouvaient même pas être vus à l'œil nu, paraissait plus théorique que pratique. Ce n'était pas de l'ignorance, le renseignement naval japonais était vaste et professionnel. Il savait, en termes généraux, de quoi étaient capables les cuirassés américains sur le papier. Il connaissait les caractéristiques, la portée, le poids des obus, l'épaisseur du blindage. Ce qu'ils n'appréciaient pas pleinement, ce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas croire avant de le voir de leurs propres yeux, c'était la conduite de tir. Les systèmes de conduite de tir dirigés par radar américain en particulier. Le radar de conduite de tir Mark 8, monté sur les cuirassés de la classe Iowa, représentait une révolution dans l'artillerie navale, alors que les navires de guerre japonais comptaient encore principalement sur des télémètres optiques des dispositifs impressionnants, en soi, mais fondamentalement limités par la visibilité, la météo et la distance. Les cuirassés américains pouvaient calculer des solutions de tir dans des conditions
où la cible était à peine visible, voire pas visible du tout. Le système fonctionnait ainsi, le radar détectait la cible et fournissait en continu des données de distance et de relèvement. Ces informations étaient transmises directement à un ordinateur analogique, une merveille mécanique, appelé Range Keeper. Le Range Keeper prenait en compte non seulement la position de la cible, mais aussi sa vitesse et sa route, la vitesse et la route du navire tireur, la direction et la vitesse du vent, la température et la densité de l'air, jusqu'à la rotation de la Terre elle-même. Il calculait où se trouverait la cible au moment où un obus voyageant pendant peut-être 1 minute et demie sur une trajectoire parabolique atteignant plus de 7000 d'altitude finirait par arriver. Ce n'était pas du tâtonnement, ni une salve tirée dans l'espoir. C'étaient des mathématiques rendues mortelles. Et les Japonais, malgré toute leur collecte de renseignements, n'avaient jamais vraiment internalisé ce que cela signifiait en pratique. Ils avaient construit le Yamato et le Musashi, les plus grands cuirassés, jamais construits, équipés de canons de 18 pouces qui, en théorie, pouvaient surpasser, emporter tout ce qui flottait. Mais la portée théorique et la portée effective sont deux choses très différentes. Sans conduite de tir comparable, ces canons gigantesques étaient limités à des distances où la visée optique restait utilisable. Pendant ce temps, les cuirassés américains, avec des canons plus petits, mais bien mieux contrôlés de 16 pouces, pouvaient engager efficacement à des portées que les Japonais n'avaient jamais vraiment pratiquées. La matinée du 17 février commença par des frappes aéronavales. La Task Force 58, sous les ordres de l'amiral Mark Meacher, déchaîna vague après vague d'appareils contre Truk. Depuis 2 ans, la base était considérée comme le Gibraltar du Pacifique pour le Japon, un vaste port naturel, protégé par des récifs et défendu par des centaines d'avions. Les sous-marins américains rôdaient au large coulant les navires qui sortaient, mais personne n'avait osé une attaque directe, jusqu'à maintenant. Vers la fin de la matinée, le lagon était devenu un cimetière. Les navires marchants brûlaient au mouillage des destroyers, et des croiseurs, pris au dépourvu, avaient été bombardés et torpillés. L'air empestait l'huile en flammes et la cordite. Les pilotes japonais, se précipitant désespérément pour défendre leur base, se faisaient abattre par les chasseurs américains, en des quantités qui annonçaient déjà ce qu'on appellerait plus tard le grand tir aux dindes des Mariannes. Le croiseur léger, Kuturi, utilisé comme bâtiment d'instruction, était mouillé à l'intérieur du lagon. Son capitaine Takao Saiya comprit immédiatement que rester signifiait une mort certaine. À 04h30, avant même que l'attaque américaine ne commence, le Kuturi avait discrètement quitté le lagon par la passe nord, accompagné du croiseur auxiliaire Akagi Maru, des destroyers Mikasa et Noaki, et du petit dragueur de Min Shonan, Maru, numéro 15. Il fuyait, espérant atteindre Saipen, espérant que les Américains seraient trop concentrés sur les cibles à l'intérieur du lagon pour remarquer quelques navires gagnant le large. Ils y parvinrent presque, mais des avions de reconnaissance américains les repérèrent. Les rapports parvinrent à l'amiral Spruent, qui commandait depuis le croiseur lourd Indianapolis. Ses porte-avions avaient semé la dévastation dans le lagon. Les avions rentraient, certains endommagés tous, à court de carburant et de munitions. La procédure standard aurait été de les laisser partir. Les navires japonais fuyant Truk pouvaient être pourchassés par des sous-marins ou par des avions provenant d'autres bases. Spruent, cependant, voulait autre chose. Il voulait un combat de surface. Il voulait que ses cuirassés et ses croiseurs s'approchent de l'ennemi et engagent un affrontement navire contre navire. Certains de ses officiers d'état-major
jugèrent cela téméraire. Les porte-avions pouvaient achever le travail sans risque. Pourquoi mettre en danger des bâtiments capitaux? Mais Spruant comprenait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Cette guerre prouvait encore et encore que les porte-avions avaient remplacé les cuirassés comme arme décisive de la guerre navale. Mais cela ne signifiait pas que les cuirassés étaient inutiles. Pas encore. Et il voulait démontrer, à la fois à sa propre marine et aux Japonais, que les navires de surface américains pouvaient encore combattre et remporter une victoire décisive. Il forma le Task Group 50.9, les cuirassés, Iowa et New Jersey, les croiseurs lourds, Minneapolis et New Orleans, 4 destroyers et le porte-avions léger, Cowpens, pour la couverture aérienne. Il prit lui-même le commandement tactique. La chasse commença. Les navires japonais avaient environ 2 heures d'avance. Ils fuyaient à presque leur vitesse maximale, environ 26 nœuds pour le Couturi, 35 pour les destroyers. Mais l'Iowa et le New Jersey, les plus récents et les plus rapides cuirassés de la flotte américaine, pouvaient atteindre 33 nœuds. Et ils avaient le radar. Ils n'avaient pas besoin de voir leur proie pour la suivre. Peu après 13 heures, les avions de reconnaissance du Cowpens confirmèrent la position japonaise, le Couturi, et ses escorteurs se trouvèrent à 30 miles au nord-ouest de Truck Cap au nord. Sur la passerelle de l'Iowa, le capitaine McCrae recevait les mises à jour du centre de conduite de tir distance à la cible 32 000 yards, soit environ 18 milles terrestres. Les navires japonais étaient encore invisibles à l'œil nu, masqués par l'horizon, mais sur l'écran radar, ils apparaissaient avec une clarté parfaite, 4 contacts distincts, progressant vers le nord-est. L'amiral Willis Lee, commandant la division de cuirassés, donna l'ordre « Préparez-vous au combat de surface, pleine puissance en avant, accélérez pour intercepter. » Sous les ponts, dans les immenses tourelles, les équipes de tir s'activèrent. Chaque tourelle, désignée 1, 2 et 3, contenait 3 canons de 16 pouces, 9 canons au total. Chaque tube mesurait 66 pieds de long, de la culasse à la bouche. Chaque obus perforant pesait 2700 livres, soit près d'1,5 tonnes d'acier et d'explosifs capables de percer 2 pieds de blindage à 15 miles. Ces obus désignés Mark 8 étaient des merveilles d'ingénierie. Un capuchon en acier trempé à la pointe pour mordre dans l'acier ennemi. Un capuchon balistique pour maintenir la vitesse en vol. Et à l'intérieur, une charge explosive relativement faible, car ils n'étaient pas conçus pour exploser à l'impact comme des bombes, mais pour pénétrer profondément dans les entrailles du navire, avant de détonner détruisant les soutes à munitions, les salles des machines et les centres de commandement, tuant le navire de l'intérieur. Pour cet affrontement, toutefois, les obus à forte capacité explosive Mark 13 étaient plus adaptés, 900 livres, avec une charge beaucoup plus importante, destinée à produire une fragmentation dévastatrice contre des navires légèrement blindés, comme les destroyers ou le croiseur léger Couturi. Ce furent les projectiles choisis. Dans la salle de pointage, le rangekeeper bourdonnait, absorbant les données du radar du compas gyroscopique du navire des indicateurs de vitesse. La route et la vitesse des cibles étaient estimées et mises à jour en continu. Le système calculait la solution de tir, l'élévation des canons, l'angle d'avance, pour tenir compte du mouvement de la cible. Même l'usure des tubes, qui réduisait légèrement la vitesse initiale après de nombreux tirs, était prise en compte. À 14 500 yards, un peu plus de 7000, l'Iowa ouvrit le feu. La tourelle, Tannerus II, parla la première 3 canons, 3 obus chacun, pesant presque 1 tonne, lancés à 2600 pieds par seconde. Le recul
fut colossal. Tout le navire trembla. L'onde de surpression des canons pouvait blesser le personnel non protégé sur le pont. Les déflecteurs de souffle de massives plaques d'acier blindées, destinées à protéger les superstructures de la fureur des canons, rougirent brièvement sous la chaleur. 45 secondes plus tard, la première salve arriva. Le Kuturi, déjà endommagé par les attaques aériennes précédentes, tentait de manœuvrer. Son capitaine savait ce qu'il attendait, 3 obus arrivant en un groupement serré. L'un tomba court, l'autre trop loin. Le troisième éclata dans l'eau à proximité, aspergeant le navire d'éclats et d'embruns. Un straddle, la prochaine salve serait corrigée. L'équipage du Kuturi riposta. Ses canons de 5 pouces, conçus pour la défense anti-aérienne, et contre les destroyers, ouvrirent le feu. Le croiseur lança même une salve de torpilles. Un geste désespéré et défiant. Mais la distance était trop grande, ses télémètres optiques étaient incapables de fixer précisément des navires masqués par l'horizon. Les torpilles passèrent au large du New Jersey de plusieurs centaines de yards. L'Iowa tira encore et encore. Chaque salve comportait 3 obus, chaque salve, ajustés en fonction de la chute des précédentes. Le rangekeeper mettait à jour les données en continu. Le radar montrait les légères variations de cap du Kuturi alors qu'il tentait d'échapper, mais il n'y avait pas d'échappatoire. À de telles distances, les obus mettaient presque une minute entière à atteindre la cible, mais le système de conduite de tir calculait où le navire serait, non où il était. La 4e salve toucha. Plusieurs obus frappèrent la superstructure et le milieu du Kuturi. Les projectiles de 1900 livres explosèrent avec une force immense, projetant des éclats meurtriers à travers tout ce qui n'était pas protégé par un blindage lourd. Et le Kuturi croiseur, léger, en possédait bien peu. Sa passerelle reçut un coup direct, ses compartiments. Machines furent éventrées, des incendies éclatèrent. Le destroyer Mikaz, son compagnon, tenta de rester, à proximité de poser un écran de fumée, d'attirer héroïquement et vainement le feu loin du croiseur mourant. Il lança à son tour des torpilles vers l'Iowa et le New Jersey. Les vigies du New Jersey aperçurent les sillages des torpilles. Le cuirassé modifia légèrement sa route, les torpilles passèrent juste devant l'étrave. Un officier dira plus tard qu'il aurait été embarrassant d'être touché, mais le sacrifice du Mikaz n'acheta rien. Les croiseurs lourds américains, Minneapolis et New Orleans, avaient réduit la distance. Leurs canons de 8 pouces ajoutèrent leur puissance à la salve, tandis que les avions du porte-avions léger Cowpens, tournoyant au-dessus, avertissèrent les navires de surface de toute menace sous-marine et confirmaient les coups au but. Le Kuturi, ses canons, tirant encore, alors qu'il penchait lourdement sur bâbord, chavira à 13h43, après 11 minutes sous le feu. Le capitaine Sai disparut avec son navire. De larges groupes de survivants furent aperçus dans l'eau. Le destroyer Burns tenta d'en secourir certains, mais les marins japonais, formés à se battre jusqu'à la mort, refusèrent tout sauvetage. Certains attaquèrent même les marins américains. Au final, aucun ne fut hissé à bord. Aucun ne survécut. Tous les hommes du Kuturi, environ 300 officiers et membres d'équipage, périrent. Le Mikaz, encore au combat, devint la cible suivante. Surclassé dans un rapport de 20 contre 1, il tenta pourtant de se rapprocher pour lancer une autre attaque à la torpille. Le Minneapolis et le New Orleans concentrèrent leur feu. Obus après obus frappèrent le destroyer de 2000 tonnes. Il encaissa des coups qui auraient coulé 3 navires de sa taille. Son équipage se battit jusqu'à ce que la soute à munitions explose et que le navire se brise en deux. Aucun survivant.
Le destroyer Noaki, voyant le sort réservé à ses navires frères, prit la fuite. Plus rapide que les cuirassés capables de dépasser 35 nœuds, il avait de l'avance. L'Iowa et le New Jersey se mirent à sa poursuite. La distance passa à 34 000 yards, puis 36 000, soit 19 20 milles terrestres, au-delà de la portée à laquelle l'un cuirassé avait jamais touché une cible en combat réel. Mais cette poursuite n'était pas une question de coup. Au but, c'était une démonstration de capacité. L'Iowa tira, le New Jersey tira. Des salves arquées traversèrent le Pacifique, les obus grimpant à des kilomètres dans le ciel, avant de retomber. À l'élévation maximale, 45 de grammes, la trajectoire ressemblait presque à celle d'une pièce d'artillerie tirant par-dessus une montagne. Les obus tombèrent autour du Noaki. Une salve l'encaissait parfaitement des obus éclatants à bâbord et à tribord. Les éclats des explosions proches provoquèrent des pertes et quelques dégâts, mais le destroyer allait trop vite, trop loin, et s'éloignait encore. À 35 700 yards, soit 23 milles terrestres, le New Jersey tira la dernière salve de l'engagement. C'était encore un straddle, un obus éclaboussa la mer sur bâbord, un autre sur tribord. Le destroyer disparut dans les averses et prit le large. Il s'échappa. Mais le message était passé. 23 milles figurait comme la portée maximale théorique des canons de la classe Iowa. 23 milles furent la portée confirmée en combat. Le plus long engagement d'artillerie navale entre bâtiments de surface jamais enregistré, un record qui tient encore aujourd'hui et qui ne sera sans doute jamais battu, puisqu'aucune marine ne construit plus de cuirassés. Le croiseur auxiliaire, Akagimaru, n'avait même pas atteint la zone de combat. Des avions embarqués l'avaient frappé des heures plus tôt, 3 bombes directes des explosions internes massives. Il fut abandonné et sombra, avant même que l'Iowa n'ouvre le feu sur le Kuturi. Le petit dragueur de mine, Shan Maru Neru 15, tenta d'abord de fuir, puis de combattre. Le destroyer Burns l'envoya par le fond à coups de canon de 5 pouces. Comme le Kuturi et le Mikaz, il n'y eut aucun survivant. 4 navires s'échappa, 3 furent détruits. En l'espace de 90 minutes, les bâtiments de surface américains démontrèrent quelque chose que les stratèges japonais n'avaient jamais voulu croire possible, un tir précis, dévastateur, à des portées dépassant tout ce que leur doctrine, leur entraînement ou leur expérience envisageaient. Mais c'est ici que l'histoire s'approfondit, car il ne s'agissait pas seulement de porter, ni seulement de frapper des navires à 20 milles. Bien que ce fût déjà remarquable, ce qui rendit l'engagement de Truk véritablement significatif, un tournant dans l'histoire de la guerre navale fut ce qu'il révéla sur les hypothèses fondamentales de la stratégie navale japonaise et à quel point ces hypothèses s'étaient révélées catastrophiquement fausses. La marine impériale japonaise n'avait pas été complaisante ni ignorante. Elle avait étudié son ennemi potentiel de manière approfondie. Ses attachés navals à Washington, avant la guerre, avaient rédigé des rapports détaillés. Ils connaissaient les caractéristiques des cuirassés américains. Ils connaissaient le radar. Ils savaient, en termes techniques, ce que ces systèmes pouvaient accomplir. Ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils ne purent vraiment intégrer avant que cela ne leur soit démontré en combat, c'était l'ampleur de l'avantage que ces systèmes procuraient. Faites le calcul dans un combat d'artillerie traditionnel, utilisant des télémètres optiques. Un cuirassé pouvait devoir tirer 20, 30, voire 40 salves pour toucher une cible manœuvrante à longue distance. Les premières salves servaient au réglage de portée, puis venaient les corrections pour le vent, la vitesse et la route de la cible. Ce processus était itératif, lent, et consommait une quantité énorme de munitions,
et il ne fonctionnait que si la cible était clairement visible. Le radar de conduite de tir, Mark 8, combiné à l'ordinateur, analogique Rangekeeper, réduisait tout ce processus. La première salve pouvait manquer, mais la deuxième ou la troisième encadrait, et la quatrième touchait. L'Iowa avait tiré 46 obus sur le Koutouri. Pour un engagement de 15 minutes, c'était une efficacité extraordinaire. Avant la guerre, on estimait qu'obtenir des coups décisifs sur un croiseur, à portée maximale, pouvait nécessiter 200 obus ou plus. Les Japonais avaient construit leur cuirassé différemment. La classe Yamato, fierté de la flotte, montait des canons de 18 pouces les plus gros jamais mis à la mer. Chaque obus pesait 3200 livres plus lourd que tout ce que pouvaient tirer les Américains, et la portée théorique était même légèrement supérieure à celle de la classe Iowa. Sur le papier, les Yamato surclassaient tout navire existant. Mais la portée sans précision n'est qu'un gaspillage de munitions, et les systèmes de conduite de tir du Yamato et du Musashi, bien que sophistiqués pour l'époque des télémètres optiques, avaient une génération de retard sur les systèmes américains dirigés par radar. Les Japonais avaient le radar, mais il n'était pas intégré à la conduite de tir comme l'étaient les systèmes américains. Les données radar devaient être saisies manuellement dans les calculs de tir. Cela prenait du temps, des secondes précieuses qui, à ces portées extrêmes, pouvaient faire la différence entre un coup au but et un tir manqué. Plus encore, la doctrine navale japonaise n'avait jamais misé sur le tir à longue portée. La bataille décisive, le Kantai Keisen, qu'ils avaient préparé, devait se dérouler à courte ou moyenne distance, 10 à 12 miles, là où les télémètres optiques fonctionnaient bien, et où l'entraînement et l'esprit combatif pouvaient faire pencher la balance. Engager à 20 milles n'était pas seulement difficile, c'était considéré comme du gaspillage. Mieux valait, pensait-il, réduire la distance et combattre là où la supériorité japonaise, en combat de nuit et en tactique de torpille, pouvait s'exprimer pleinement. Truk anéantit cette illusion, mais en février 1944, les illusions étaient tout ce qu'il restait au Japon. La situation stratégique dans le Pacifique avait déjà tourné définitivement à leur désavantage. Guadalcanal avait été évacué un an plus tôt. La campagne du Pacifique central battait son plein. Les îles Marshall venaient de tomber. Truk, elle-même, autrefois considérée comme imprenable, venait d'être contournée et neutralisée en une seule frappe dévastatrice. Et désormais, même dans le combat de surface, l'unique domaine où les officiers japonais pensaient encore que leur cuirassé pouvait l'emporter, grâce à un entraînement supérieur et à l'esprit combatif, la supériorité technologique américaine s'était révélée écrasante des navires tirant au-delà, de la portée visuelle frappant leurs cibles avec une précision presque surnaturelle. Pour des officiers qui avaient passé leur carrière à s'entraîner au duel d'artillerie rapprochée, ce fut une révélation amère. Si vous trouvez cette histoire captivante, prenez un instant pour vous abonner et activez les notifications. Cela nous aide à produire encore plus de récits détaillés comme celui-ci. Après l'engagement, le Task Group 59 regagna la flotte. Le bilan fut dressé, pertes américaines, 0. Pas un seul impact, pas même un éclat ayant causé des dégâts. Pertes japonaises, 3 navires de guerre, coulés un endommagé et ayant échappé de peu plus de 800 marins morts. La victoire matérielle était importante, mais l'impact psychologique le fut encore davantage. Les nouvelles de l'affrontement parvinrent à Tokyo par les membres d'équipage survivants du Nohaki et par des guetteurs côtiers japonais qui avaient observé une partie de l'action. Les rapports étaient confus, fragmentaires, mais un fait ressortait: les cuirassés américains
avaient combattu à des distances que la doctrine japonaise jugeait impraticables, et ils avaient touché rapidement, efficacement, dévastateurs. Pour les planificateurs navals japonais, ce constat était profondément troublant. Ils savaient en théorie que la technologie américaine était avancée. Ils savaient que la capacité industrielle des États-Unis éclipsait celle du Japon. Mais l'hypothèse avait toujours été qu'en combat réel, les facteurs s'équilibreraient, que les équipages japonais étaient plus expérimentés, que leur esprit combatif était supérieur et que leur tactique forgée par des années d'entraînement rigoureux compenserait tout désavantage matériel. Truk démontra que c'était un vœu pieux. Un moral supérieur ne pouvait pas compenser le fait d'être frappé par des obus tirés d'au-delà de la ligne d'horizon. Un excellent entraînement d'équipage ne servait à rien si l'ennemi pouvait calculer ses solutions de tir plus vite et plus précisément que n'importe quelle équipe humaine munie de viseurs optiques. Et des tactiques supérieures devenaient inutiles si l'ennemi pouvait engager le combat à des distances où ces tactiques ne pouvaient même pas être appliquées. L'engagement mit également en lumière un problème encore plus fondamental. En février 1944, le Japon avait déjà perdu la guerre navale, non pas à cause d'une seule bataille décisive, mais par épuisement, par la destruction progressive de sa flotte marchande, par les sous-marins américains, par la perte de ses porte-avions à Midway, dans les Salomon, et à la mer des Philippines, et par la perte de ses pilotes expérimentés, impossibles à remplacer, au rythme où les Américains formaient de nouveaux aviateurs. La bataille de Truk, si tant est qu'on puisse l'appeler une bataille, ne fut qu'une note de bas de page 3 navires, japonais coulés, insignifiante sur le plan stratégique, mais symboliquement dévastatrice, car elle prouva que même dans le combat de surface, là où les cuirassés s'étaient censés régner, en maître la technologie américaine avait rendu sans valeur les avantages numériques et qualitatifs du Japon. Parlons maintenant de ces cuirassés de la classe Iowa, car comprendre ce qu'ils étaient, et surtout ce qu'ils représentaient, est essentiel pour saisir pourquoi Truk comptait. L'USS Iowa BB-61 fut mise en service en février 1943. C'était le navire amiral de sa classe. 6 étaient prévus. 4 furent achevés, Iowa, New Jersey, Missouri et Wisconsin. 2 furent annulés avant la fin de leur construction. Ce furent les derniers cuirassés que la marine américaine construisit jamais. Ils étaient rapides, 33 nœuds, plus rapides que la plupart des croiseurs. Cette vitesse avait un prix pour l'obtenir. La coque devait être longue et relativement étroite, 887 pieds de long pour 108 pieds de large seulement. Cela leur donnait un profil élancé, mais signifiait aussi qu'ils étaient moins lourdement blindés que la classe précédente, la South Dakota. Leur blindage était soigneusement conçu, concentré sur les zones vitales. La ceinture principale faisait 12,4 pouces, les faces des tourelles 17 pouces, suffisant pour résister à des obus de 16 pouces à la plupart des distances de combat, mais pas invulnérables. L'armement principal se composait de 9 canons de 16 pouces, 50 calibres, Mark 7. Le terme 50 calibres signifie que le canon mesure 50 fois le diamètre de son alésage, 50 car 16 pouces, égale 800 pouces, soit 66, 7 pieds, presque 21 mètres d'acier rayé. Chaque canon pesait 267 900 livres, avec le mécanisme de culasse, soit plus de 120 tonnes. Il tirait 2 types d'obus, le Mark 8 perforant de 2700 livres et le Mark 13 à forte capacité explosive de 1900 livres. Une bordée complète, les 9 canons, tirant simultanément, envoyait près de 12 tonnes d'acier et d'explosifs. La cadence de tir était d'environ 2 coups par minute et par canon, bien qu'en pratique, le tir soutenu fut un peu plus lent en raison du temps nécessaire pour recharger ses projectiles
et les charges propulsives massives. Les charges de poudre, elles-mêmes étaient remarquables, 6 sacs de soie par canon, chacun contenant 110 livres de poudre, sans fumée. Ils étaient manipulés avec un soin extrême. La moindre étincelle, la plus petite charge statique, pouvait provoquer une explosion catastrophique. La poudre était si sensible que les variations de température devaient en être prises en compte. Dans les calculs de tir, une poudre plus chaude brûlait légèrement plus vite, modifiant la vitesse initiale, donc la portée et la trajectoire. La batterie secondaire comprenait 20 canons de 5 pouces, 38 calibres, à double usage, capables de frapper à près de 9000 des cibles de surface ou des avions, et avec des obus à fusée de proximité, de créer des explosions aériennes mortelles pour les assaillants. À près de 9000 terrestres de portée, ils pouvaient frapper des destroyers ou des objectifs côtiers, et avec des obus à fusée de proximité, ils créaient des explosions aériennes mortelles pour les appareils ennemis approchant. Complétant cet armement se trouvaient des dizaines de canons anti-aériens Bofors de 40 mm et des Oerlikon de 20 mm. Mais la véritable arme, celle qui rendait tout le reste possible, c'était le système de conduite de tir. 2 directeurs, Mark 38, contrôlaient la batterie principale. Chacun contenait un radar de conduite de tir, Mark 8, et un télémètre optique complexe, servant de secours. Ces directeurs transmettaient leurs données à l'ordinateur de conduite de tir, Mark 1A, une merveille analogique mécanique, pesant plusieurs tonnes et contenant des milliers de pignons cames et engrenages usinés, avec une précision extrême. L'ordinateur résolvait en temps réel des équations différentielles, calculant la trajectoire balistique en 3 dimensions de chaque obus. Il tenait compte de la courbure de la Terre, de l'effet de Coriolis, dû à la rotation du globe des variations de densité de l'air selon l'altitude de la dérive du navire causée par le vent et les courants. Et surtout, il prévoyait où se trouverait la cible au moment où les obus l'atteindraient. C'était révolutionnaire. Les systèmes de conduite de tir précédents exigeaient des calculs manuels et des ajustements constants. Le Mark 1A faisait tout cela, automatiquement, continuellement, mettant à jour la solution de tir plusieurs fois par seconde. Le résultat, l'Iowa, pouvait tirer avec précision sur des cibles invisibles, à l'œil nu dans le brouillard de nuit, au-delà de l'horizon. Tant que le radar pouvait détecter la cible, les canons pouvaient la frapper. L'engagement de Truk démontra pour la première fois cette capacité en combat réel, et il terrorisa les Japonais, car ils comprirent que leurs cuirassés les plus puissants, le Yamato et le Musashi, malgré leur blindage plus épais et leurs canons plus gros, ne pouvaient rivaliser. Les plus gros canons du monde ne servaient à rien s'ils ne pouvaient pas atteindre ce qu'ils visaient, et le blindage le plus épais devenait inutile si l'ennemi pouvait tirer avec précision à des portées où le tir en retour était inefficace. Mais voici la plus grande ironie, celle qui fait de cette histoire non seulement un récit de supériorité technologique, mais aussi une parabole sur la nature de la guerre elle-même. Au moment même où l'Iowa démontrait la suprématie du tir dirigé par radar, les cuirassés étaient déjà obsolètes. L'engagement de Truk fut la seule fois où l'Iowa ou le New Jersey utilisèrent leurs canons principaux contre des navires ennemis durant la Seconde Guerre mondiale. La seule fois, les porte-avions s'étaient déjà imposés comme l'arme décisive, à la mer de Corail, à Midway, à la mer des Philippines et à Leyte Gulf, la plus grande bataille navale de l'histoire. Les cuirassés tirèrent certes, mais la bataille fut décidée par l'aviation. En 1944, le rôle des cuirassés s'était réduit à 3 fonctions:
le bombardement côtier l'escorte anti-aérienne des porte-avions, et à l'occasion, comme à Truk, la chasse aux navires, endommagés ou inférieurs. Les cuirassés de la classe Iowa représentaient en un sens l'expression ultime d'un système d'armes mourant plus rapide, plus précis, plus sophistiqué que tous leurs prédécesseurs, mais encore lié à un mode de guerre que l'aviation avait rendu caduque. C'étaient des anachronismes magnifiques, construits pour une guerre qui n'existait déjà plus. C'est ce que les amiraux japonais n'avaient jamais pleinement compris. Le problème n'était pas seulement que les canons de l'Iowa pouvaient frapper à 23 milles, c'est que frapper à 23 milles ne comptait plus. Pas quand des avions embarqués pouvaient frapper à 200 milles. Pas quand un seul porte-avions pouvait projeter plus de puissance destructrice qu'une escadre entière de cuirassés. La question n'était plus de savoir si les cuirassés japonais pouvaient égaler les cuirassés américains dans un duel d'artillerie. La vraie question était, les cuirassés avaient-ils encore la moindre importance? Et à la mi-1944, la réponse était de plus en plus claire, non. Le Yamato et le Musashi furent tous deux coulés par l'aviation. Le Yamato en avril 1945, lors d'une mission suicide vers Okinawa, et le Musashi à Leyte Gulf, en octobre 1944. Aucun de ces deux géants ne combattit jamais un cuirassé ennemi. Leurs immenses canons de 18 pouces les plus puissants, jamais montés sur un navire, tirèrent sur des avions, sur des destroyers, mais jamais sur les cuirassés américains qu'ils étaient censés détruire. Les navires de la classe Iowa connurent, eux, des carrières plus longues. Ils furent réactivés pendant la guerre de Corée, où ils fournirent un appui-feu côtier. Le New Jersey servit au Vietnam. Les 4 cuirassés furent remis en service dans les années 1920, modernisés avec des missiles de croisière et anti-navires. Ils tirèrent leurs canons pour la dernière fois lors de l'opération Tempête du désert, en 1991, quand le Missouri et le Wisconsin bombardèrent les positions irakiennes au Koweït. Mais même alors, ils n'étaient plus que des reliques impressionnantes, des musées flottants d'une époque révolue. Les missiles qu'ils emportaient avaient une portée et une précision supérieures à leurs canons de 16 pouces. Les avions décollant de porte-avions à des centaines de kilomètres délivraient plus d'explosifs plus précisément. Les cuirassés furent maintenus en service, en partie pour le bombardement côtier, en partie pour leur valeur d'intimidation, et aussi parce que personne ne savait vraiment quoi faire d'eux. Aujourd'hui, les 4 sont des navires musées. L'Iowa à Los Angeles, le New Jersey à Camden, le Missouri à Pearl Harbor, amarré non loin du lieu où la guerre commença, le Wisconsin à Norfolk. Les visiteurs peuvent marcher sur leurs ponts, se tenir dans leurs tourelles, s'émerveiller devant la machinerie, mais l'ère qu'ils représentent est révolue. L'âge du cuirassé ne s'est pas terminé par une ultime bataille héroïque, mais par une reconnaissance silencieuse que d'autres armes étaient simplement plus efficaces. L'engagement de Truk demeure un moment singulier dans cette transition, une démonstration éclatante de supériorité technologique dans un système d'armes déjà condamné par le progrès. Les amiraux japonais furent stupéfaits que l'Iowa puisse tirer avec précision à 23 milles, mais ils auraient dû s'inquiéter davantage des porte-avions, qui ce même jour avaient déjà détruit 250 avions et des dizaines de navires. Et pourtant, pour les hommes qui servaient à bord de l'Iowa, pour les membres d'équipage qui chargeaient les obus, tiraient les canons et entretenaient la machinerie, Truk fut une preuve que leurs navires et leurs armes comptaient encore qu'ils n'étaient pas simplement là pendant que l'aviation menait la vraie guerre. Pendant 90 minutes, le 17 février 1944, les cuirassés furent à nouveau pertinents, les canons comptaient,
et le gigantesque appareillage technologique de radars, d'ordinateurs et d'ingénierie de précision prouva sa valeur en combat réel. Le capitaine McCrae écrivit dans son rapport d'action que l'engagement avait démontré l'efficacité du tir dirigé par radar à longue portée. Il nota que le Kuturi avait été rapidement détruit malgré ses tentatives d'évasion et que les tirs de riposte japonais avaient été inefficaces. Il recommanda que les futurs combats de surface utilisent le tir radar à portée maximale comme doctrine standard. Ces recommandations furent mentionnées puis rangées discrètement dans les dossiers, car au moment où le rapport parvint à Washington, les planificateurs se concentraient déjà sur l'invasion des Mariannes, sur les opérations de porte-avions, sur la guerre sous-marine, sur tout, sauf sur les combats, cuirassés contre cuirassés, qui semblaient de plus en plus improbables. Pour les Japonais, les leçons de trucs furent apprises trop tard pour avoir une quelconque importance. Des rapports atteignirent l'état-major général de la marine à Tokyo. Les ingénieurs étudièrent les maigres informations que l'on pouvait tirer des survivants. Ils comprirent enfin à quel point ils étaient en retard dans le domaine de la conduite de tir. Des plans furent élaborés pour moderniser les cuirassés japonais avec des systèmes améliorés. Mais au début de 1944, le Japon manquait de capacités industrielles de ressources et surtout du temps nécessaire pour réaliser ces mises à niveau. La guerre était déjà perdue. Truk l'avait démontré, non pas à cause des 4 navires coulés, mais à cause de ce qu'ils représentaient. La technologie américaine, l'industrie américaine, les systèmes américains surpassaient leurs équivalents japonais dans tous les domaines de la guerre navale, conduite de tirs radar, lutte contre les avaries logistiques, production industrielle, formation des pilotes, décryptage des codes. Les Japonais pouvaient encore se battre, leurs marins restaient courageux, leurs navires demeuraient dangereux. Mais ni le courage, ni la dangerosité ne pouvaient compenser une supériorité écrasante et systématique dans toutes les catégories mesurables. Un officier de marine japonais interrogé après la guerre décrivit le sentiment qui régna lorsque la nouvelle de Truk arriva au quartier général de la flotte. Nous avons su alors que nous menions une guerre que nous avions déjà perdue. Pas seulement la bataille, mais la guerre elle-même. Ils pouvaient en faire ce que nous ne pouvions pas faire, construire ce que nous ne pouvions pas construire. Et ils pouvaient le faire plus vite et mieux. Nous avions espéré que l'esprit combatif compenserait. Après Truk, nous avons su que non. Cette prise de conscience se répandit dans la flotte combinée, non pas d'un coup, ni uniformément. Certains officiers croyaient encore à la possibilité d'une bataille décisive. Certains pensaient encore qu'une victoire écrasante pourrait forcer les Américains à négocier. Mais de plus en plus, l'humeur dominante devint fataliste. La question n'était plus si le Japon allait perdre, mais quand et à quel prix. Le bilan final de l'opération Hailstone est effrayant à lire. Du point de vue japonais, plus de 200 avions détruits, 3 croiseurs, légers coulés, 6 destroyers coulés, de nombreux navires auxiliaires et bâtiments secondaires anéantis, 32 navires marchands et transports totalisant plus de 200 000 tonnes envoyées par le fond. Le tout accompli en 2 jours, au prix de 21 avions américains abattus et environ 100 pertes humaines. Truk, autrefois considéré comme le Gibraltar du Pacifique, fut anéanti. La garnison resta isolée, affamée, jusqu'à la fin de la guerre. En tant que base opérationnelle, elle cessa d'exister le 18 février 1944. Quant au combat de surface, la bataille de 86 minutes qui avait coulé le Kuturi et le Mikase et démontré les capacités des cuirassés de la classe Iowa, il fut presque oublié dans l'ampleur du désastre général. Presque, mais pas tout à fait.
car pour les hommes qui servirent à bord de l'Iowa et du New Jersey, pour les officiers et les équipages qui avaient chargé ces obus, tiré ces canons et observé à travers leurs jumelles les navires ennemis brûlés et sombrés, cela comptait. Cela prouvait que leurs navires, leurs armes, leur entraînement avaient de la valeur. Que même dans une guerre dominée par les porte-avions et les sous-marins, il restait encore une place pour les gros canons. Ils avaient un tort, bien sûr l'histoire allait le prouver. Mais à cet instant, dans les eaux, au nord-ouest de Truk, avec la fumée s'élevant du lagon derrière eux, et le record du tir naval, le plus lointain, jamais réalisé, désormais établi, et sans doute jamais battu, ils avaient en toutes les raisons de croire qu'ils contiennent encore. Merci d'avoir regardé. Pour d'autres analyses historiques détaillées, consultez les autres vidéos proposées à l'écran.